Vous pensez connaître les tourneaux, un petit oiseau gris, banal. Il se pose sur les fils électriques, gratte la pelouse, en sort des vers. Peut être que chez vos grands-parents, à la campagne, un nichoir était accroché quelque part, et vous vous souvenez qu'au printemps, quelque chose s'agitait dedans, piaillait, passait la tête par le trou. Un oiseau ordinaire, rien de spécial, eh bien, oubliez tout ce que vous venez de penser, parce que l'étourneau est peu, être la créature la plus sous-estimée de la planète. Un oiseau capable d'imiter la voix humaine, un oiseau qui utilisait des plantes médicinales bien avant que les humains ne s'y mettent. Un oiseau qui vole en bande d'1 million d'individus sans qu'aucun ne se percute. Et c'est proprement stupéfiant. Quand des physiciens de Rome ont voulu comprendre comment cela fonctionne, ils ont découvert que les nuées d'étourneaux obéissent aux mêmes lois qu'un système à la limite d'une transition de phase. Pas de la biologie, de la physique de la matière condensée. Restez jusqu'au bout, parce que vers le milieu de la vidéo, je vous raconterai comment un petit oiseau a défié Noam Chomsky et bouleversé ce que les linguistes croyaient savoir sur ce qui sépare l'homme de l'animal. Et à la fin, une histoire a donné des frissons. Comment 100 oiseaux sont devenus 200 millions. Mais reprenons depuis le début. Qu'est-ce qu'un étourneau, au juste? L'étourneau sansonnais, Sturnus vulgaris. Le nom latin sonne presque comme une insulte. Vulgaris, banal, commun. C'est Carl von Linné qui lui a donné ce nom en 1758. Manifestement, lui non plus n'a pas été impressionné au premier regard. Taille, 19 à 23 cm, un peu moins qu'un merle. Envergure, 30 et 1 à 44 cm. Poids, 58 à 101 grammes, à peu près celui d'un petit smartphone ou d'une tablette de chocolat. Et voici la première surprise. De loin, l'étourneau paraît noir. Simplement noir, sans détail. Mais approchez-vous, prenez des jumelles, et vous verrez ce qui a poussé des chercheurs de l'Université de Groningue en 2021 à publier tout un article scientifique sur la structure kératinique de ces plumes. Le plumage de l'étourneau n'est pas une teinture, c'est une nanostructure. À l'intérieur de chaque plume se trouvent des mélanosomes, de minuscules organites contenant le pigment mélanine. Chez l'étourneau, ils sont disposés en une seule couche, recouverte d'une pellicule de kératine extrêmement fine. C'est précisément l'épaisseur de cette pellicule qui détermine la couleur que vous voyez. Selon l'angle de la lumière, la couleur change, violet, vert émeraude, brun, bleu encre. L'étourneau chatoie comme une tache d'essence sur l'eau. On appelle cela une coloration structurale, le même principe que pour les bulles de savon ou les ailes de papillon, mais poussé à la perfection chez l'étourneau. Je l'avoue, la première fois que j'ai vu une macrophoto d'une plume d'étourneau, j'ai eu du mal à croire que c'était le même oiseau que celui de mon balcon. Le bec, une véritable ingénierie. Chez la plupart des passereaux, le bec fonctionne comme une pince. Il attrape, il serre, il mange. L'étourneau, lui, fonctionne à l'inverse. Son bec est une sonde. Il l'enfonce fermé dans le sol, puis l'ouvre à l'intérieur. Les muscles protracteurs, ceux qui écartent les mandibules, sont surdéveloppés par rapport aux autres passereaux et son crâne est étroit et profilé, ce qui permet à l'œil de glisser vers l'avant et de littéralement regarder le long du bec dans la fente qu'il vient de créer. Imaginez un oiseau qui écarte la terre comme un chirurgien écarte une plaie et qui voit ce qu'il y a dedans. Les ornithologues appellent cela le piquage à bec ouvert, open bill probing. C'est précisément cette capacité qui a permis aux étourneaux de conquérir les pelouses, les pâturages, les terrains de golf, bref, toute herbe tondura sous laquelle grouillent larves et vers. Autre détail, les pattes. L'étourneau ne saute pas comme un moineau. Il marche d'un pas assuré, rapide, presque décidé. Un détail minuscule, mais révélateur. C'est celui d'un oiseau habitué à vivre près de grands animaux. Dans la nature, les étourneaux se nourrissent souvent à proximité du bétail au pâturage, parfois même directement sur le dos des vaches et des moutons, dont ils picorent tiques et puces. Un partenariat mutuellement bénéfique, forgé au fil des millénaires. La véritable superpuissance de l'étourneau, la voix, ce n'est ni le vol ni les nanoplumes, c'est la voix. L'étourneau est l'un des meilleurs imitateurs du monde des oiseaux, au même rang que les perroquets ou les moqueurs.
Mais il y a une différence fondamentale. Un perroquet apprend un ensemble de mots et de phrases, tandis que l'étourneau compose, à partir de sons empruntés, une œuvre bien à lui. Son chant est une séquence complexe de sifflements, de crépitements, de bruits de crécelles et d'emprunts. Il peut durer 1 minute ou plus, entrelaçant 4 types de motifs sonores, chaque mâle les organisant selon un ordre qui lui est propre. Dans cette structure, il tisse des sons entendus chez d'autres espèces. Loriot, grives, tariers, même des rapaces. Tout y passe. Mais l'étourneau ne se limite pas à la nature. Il imite les alarmes de voiture, le déclic d'un appareil photo, les sonneries de téléphone, le grincement d'un portail, l'aboiement d'un chien. Un propriétaire d'étourneau racontait qu'un téléphone sonnait régulièrement dans ses buissons, c'étaient ses étourneaux qui s'amusaient. Et voici ce qui compte vraiment. L'étourneau est ce qu'on appelle un apprenant à répertoire ouvert, open-ended learner. Cela signifie qu'il continue d'apprendre de nouveaux sons toute sa vie. La plupart des oiseaux chanteurs apprennent leur chant dans leur jeunesse. Un point c'est tout. Le répertoire se referme. Pas l'étourneau. Plus un mâle vieillit, plus son chant s'enrichit. Chaque nouveau son est la trace d'un lieu visité, d'une saison vécue. Le chant d'un étourneau adulte est en réalité une autobiographie sonore, une carte vivante de son expérience, et les femelles savent l'apprécier. Une étude publiée dans la revue Behavioral Ecology and Sociobiology a montré que les mâles au répertoire le plus riche trouvent plus vite une partenaire, car un répertoire fourni est un indicateur fiable de leur âge et de leur expérience. La femelle choisit celui qui a prouvé qu'il pouvait survivre plusieurs saisons de suite, et la preuve résonne depuis chaque branche. Mozart et son étourneau. Le 27 mai 1784, Wolfgang Amadeus Mozart entre dans une animalerie viennoise et achète un étourneau. Dans son livre de comptes, il note « Étourneau, 34 Kreutzers » et à côté, il griffonne une portée musicale. La mélodie que sifflait l'oiseau ressemblait de manière troublante au début du 3e mouvement de son concerto pour piano numéro 17 en sol majeur qu'il venait d'achever quelques semaines plus tôt. L'oiseau chantait sa musique avec 2 erreurs, une pause mal placée et une note sol transformée en sol dièse. Mozart nota la version de l'oiseau et griffonna en marge. Das war schön. C'était beau. L'étourneau vécut 3 ans chez Mozart. Quand il mourut, le 4 juin 1787, le compositeur lui organisa de véritables funérailles dans son jardin. Cortège, invités voilés de noir, épitaphe en vers. La professeure de psychologie Meredith West de l'Université de l'Indiana, qui a longtemps étudié les étourneaux, a écrit que le chagrin de Mozart, malgré le ton comique du poème, était tout à fait sincère. Les étourneaux s'attachent aux humains, et les humains s'attachent à eux. Une théorie veut que le Musicalischer Spaß, une plaisanterie musicale, l'une des œuvres les plus étranges de Mozart, écrite 10 jours après la mort de l'étourneau, lui soit un hommage. Le morceau sonne comme si des idées musicales avaient été jetées en vrac, sans aucune logique. Certains musicologues y ont vu une parodie de compositeurs médiocres de son époque. Mais Meredith West a été catégorique. L'étourneau est littéralement inscrit sur chaque page de la partition. C'est ce qui m'a personnellement le plus marqué. Un petit oiseau du poids d'une tablette de chocolat a influencé l'un des plus grands compositeurs de l'histoire. Et ce n'est pas une légende, c'est un fait documenté. Dites-moi franchement, avez-vous déjà entendu le chant d'un étourneau en vrai ? Pas un simple gazouillis au loin, je parle du moment où l'étourneau se pose à 3 mètres de vous et donne un véritable concert. Écrivez-le en commentaire si cela vous est arrivé, surtout s'il imitait quelque chose de précis. Un téléphone, une alarme, un autre oiseau. Ça m'intéresse vraiment. L'étourneau est-il intelligent ? Bon. L'étourneau est beau et bavard, mais est-il intelligent ? En 2023, la revue Science a publié une étude de l'équipe de Nicolas Odette du laboratoire d'Eric Jarvis à l'université Rockefeller. Pendant 3 ans, les chercheurs ont capturé des oiseaux sauvages de 21 espèces, leur ont fait passer des tests cognitifs et ont, en parallèle, évalué la complexité de leur apprentissage vocal. Le résultat est saisissant. Les étourneaux, les geais bleus et les moqueurs polyglottes se sont révélés être à la fois les meilleurs vocalistes et les meilleurs résolveurs de problèmes.
Plus un oiseau avait de mal à apprendre à chanter, mieux il se débrouillait pour contourner des obstacles afin d'atteindre une friandise. Mieux encore, les vocalistes les plus avancés avaient un cerveau disproportionnellement gros par rapport à leur taille corporelle. Sur la base de ces données, Jarvis a proposé le terme de complexe vocal cognitif, un ensemble de capacités qui auraient évolué ensemble. Langage complexe, résolution de problèmes, mon cerveau a grandi, tout cela se développant en parallèle, un peu comme chez nous. Mais le plus important s'est produit plus tôt, en 2006. Timothy Gentner, neuropsychologue à l'Université de Californie à San Diego, a publié dans Nature un article qui a fait trembler la linguistique. Il a appris à des étourneaux à distinguer deux types de séquences sonores. Le premier, simple, dit « grammaire à état fini ». Les sons s'ajoutent au début ou à la fin d'une chaîne. On considérait ce type de grammaire comme suffisant pour décrire toute communication animale. Le second type est une grammaire hors contexte, avec imbrication récursive centrale. Un son est inséré au milieu d'une séquence, à l'intérieur d'une autre structure. C'est précisément ce type de grammaire qui sous-tend le langage humain, celui-là même que Noam Chomsky considérait comme ce qui sépare l'homme de toutes les autres espèces. Les étourneaux ont réussi. 9 oiseaux sur 11 ont appris à reconnaître les structures récursives avec une précision d'environ 90%. 2 n'y sont pas parvenus. Gentner y a consacré environ 1 mois et 15 000 essais, avec récompense alimentaire à la clé, mais le résultat était là. Honnêtement, quand j'ai découvert cela, j'ai dû vérifier 2 fois, tant cela paraît presque impossible. Un cerveau de 3 grammes, une grammaire récursive, cette même caractéristique que les linguistes considéraient depuis des décennies comme exclusivement humaine. Une réserve s'impose. Ces interprétations sont contestées. Le spécialiste en sciences cognitives, Michael Corballis, a souligné, en 2007, que les étourneaux n'analysaient probablement pas la structure des imbrications comme le fait un humain, mais employaient une stratégie plus simple. Compter les éléments et les comparer. Ce ne serait pas une véritable compréhension récursive. Mais le simple fait qu'un oiseau soit capable d'un tel niveau d'abstraction acoustique reste fondamental. Il n'y a pas de réponse tranchée. Plusieurs versions coexistent, mais le débat lancé par ce petit oiseau se poursuit encore aujourd'hui. L'étourneau possède par ailleurs des zones cérébrales fonctionnellement équivalentes au centre de la parole chez l'humain, des noyaux prosencéphaliques spécialisés, reliés par des circuits neuronaux qui rappellent les voies cortico-striatales des mammifères. Ces zones montrent une neuroplasticité saisonnière. Leur volume et leur densité neuronale varient selon la saison. Au printemps, quand il faut chanter, le cerveau grossit littéralement. L'étourneau apothicaire. Les étourneaux nichent dans des cavités, c'est une condition non négociable. Ils ne savent pas construire de nid à l'air libre comme les grives ou les pinsons. Il leur faut une cavité, un trou de pic, une fissure dans un bâtiment, une bouche d'aération, un nichoir. Sans cavité, pas de nid. Cette contrainte a façonné toute leur stratégie de reproduction. Le mâle trouve d'abord un endroit adapté, le débarrasse des débris, y dépose une base de feuilles sèches, d'écorce, de mousse, puis, attention, commence à décorer. Et c'est là que l'étourneau se transforme en apothicaire. La chercheuse Helga Gwynner, de l'Institut Max Planck d'ornithologie, a étudié ce phénomène pendant de nombreuses années. Les mâles étourneaux choisissent délibérément des plantes aromatiques achillées, millefeuilles, berces, sureau noir, cerfeuil des bois et les tissent dans le nid. Rien n'est laissé au hasard, ce sont des espèces précises, à forte teneur en composés chimiques volatiles. Les mâles présentent même ces plantes aux femelles avant de les intégrer à la construction. Littéralement, regarde ce que j'ai trouvé. Pourquoi ? En 2018, l'équipe de Gwynner et Karen Cooper de l'Université de Caroline du Nord a mené une expérience. 36 nids naturels d'étourneaux ont été remplacés par des nids artificiels. La moitié a reçu des herbes achillées, berces, persil, sureau noir, stellaire, saule, l'autre moitié seulement de l'herbe sèche. Résultat, dans les nids garnis d'herbes, la température des œufs était plus élevée. Les oiseaux revenaient plus souvent couvés,
laissez moins souvent la température descendre sous le seuil critique de 27 degrés, en deçà duquel le développement de l'embryon s'arrête. Les oisillons issus de nids herbacés étaient plus lourds, plus sains, avec moins de tiques. Mais le plus intéressant, c'est le mécanisme. Les herbes ne réchauffaient pas le nid directement, elles changeaient le comportement des parents. Les composés aromatiques semblaient exercer un léger effet apaisant sur les oiseaux, les incitant à rester plus longtemps sur les œufs et à commencer leur journée plus tôt. Gwinner a d'ailleurs noté que certaines de ces plantes sont utilisées en médecine traditionnelle et que leurs propriétés calmantes connues pourraient influencer le comportement de couvaison. Les étourneaux font ce que les humains n'ont appris à faire que bien plus tard, utiliser les plantes non seulement comme matériaux de construction, mais comme outils d'action biochimique. Je me souviens m'être dit, en lisant cela pour la première fois, nous vivons à côté de ces oiseaux depuis des millénaires et nous ignorions qu'ils étaient apothicaires. Des études antérieures ont montré que la carotte sauvage et la vergerette, deux plantes que les étourneaux privilégient pour leur nid, freinent significativement le développement des tiques molles en laboratoire, tandis que le lamier pourpre, qui pousse pourtant partout et leur est accessible, mais qu'ils ignorent, n'a presque aucun effet sur les parasites. Les étourneaux ne se contentent pas de ramasser de la verdure. Ils choisissent les espèces qui fonctionnent vraiment, reproduction et éclosion synchronisée. La ponte compte de 4 à 6 œufs, bleu pâle, sans taches, chacun pesant environ 7 grammes, à peu près l'équivalent de 2 cuillères à café d'eau. L'incubation dure 12 jours. Les 2 parents couvent le jour. La nuit, seule la femelle veille, développant à cet effet une plaque incubatrice, une zone de peau nue sur le ventre qui transmet directement la chaleur à la coquille. Les oisillons quittent le nid entre 19 et 22 jours. Et voici ce qui est étonnant. Ils s'envolent déjà entièrement emplumés et capables de bien voler, contrairement, par exemple, aux pigeonneaux qui ont l'air pathétiques à leur début. Les jeunes étourneaux sont petits, bruns, grisâtres, mais déjà prêts à affronter la vie. En 3 ou 4 jours, ils sont totalement autonomes. Un détail m'a particulièrement frappé, la synchronisation. Au sein d'une même colonie, toutes les femelles commencent à pondre presque en même temps, à quelques jours d'intervalle. Et les jeunes quittent le nid également de façon synchronisée, avec 1 ou 2 jours d'écart maximum. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Quand des centaines d'oisillons s'envolent simultanément, les chances qu'un individu donné devienne la proie d'un prédateur diminuent. C'est la dilution du risque. Plus il y a de victimes potentielles, moins la probabilité que ce soit précisément vous qui soyez choisi. Les étourneaux ont résolu ce problème bien avant que la théorie des jeux ne devienne une discipline mathématique. En une saison, un couple peut élever 2 couvées, soit 8 à 12 oisillons par an et par couple. Cette fécondité explique en partie pourquoi les étourneaux ont conquis la moitié du globe, la danse des millions. Et voici pourquoi beaucoup d'entre vous ont cliqué sur cette vidéo. Au Danemark, on appelle cela sorsol, le soleil noir. 2 fois par an, au printemps et à l'automne, dans les marais du sud-ouest du Jutland, près des villes de Thunder et Rib, se rassemblent des nuées d'étourneaux tellement immenses qu'elles occultent littéralement le soleil couchant. Jusqu'à 1,5 million d'oiseaux au même endroit s'élèvent dans les airs au crépuscule et, pendant 20 à 30 minutes, dessinent dans le ciel des formes à couper le souffle, sphères, vagues, entonnoirs, rubans qui s'étirent et se contractent, comme si le ciel respirait. Ce phénomène s'appelle une murmuration. Le mot vient du latin murmure. Un murmure discret, car quand 1 million d'ailes battent en même temps, on n'entend pas un froissement, mais une rumeur, basse, douce, montante, comme si quelqu'un pinçait une corde de basse grande comme le ciel. Comment 1 million d'oiseaux se déplacent-ils en synchronie? Voici la question centrale. Comment 1 million d'oiseaux se déplacent-ils de façon synchronisée, sans collision, sans chef unique? Dans les années 1930, le célèbre ornithologue britannique Edmund Selous supposait que les oiseaux possédaient une forme de télépathie qu'ils devaient penser collectivement, tous en même temps, comme un éclair jailli de plusieurs cerveaux à la fois. Il écrivit un livre sur la transmission de pensée, quoi que ce soit, chez les oiseaux. Cela paraît absurde aujourd'hui, mais Selous avait une raison légitime. À son époque,
Aucune autre explication n'existait. Le tournant survient en 2008. Une équipe de physiciens italiens, dirigée par Andrea Cavagna et Irene Giardina, de l'Institut des systèmes complexes du Conseil national de la recherche italien, installe des caméras près du Musée national de Rome, là où les nuées d'étourneaux offrent chaque soir leur spectacle. Ils filment des nuées de jusqu'à 4000 oiseaux depuis plusieurs points simultanément et les reconstruisent en 3 dimensions. Première découverte, il n'y a aucun chef dans la nuée. Aucun oiseau ne commande cela a été confirmé statistiquement. Deuxième découverte, chaque étourneau n'observe pas tous ses voisins, mais exactement 7 les plus proches. Pas ceux situés dans un rayon donné, mais un nombre précis, 6 ou 7 voisins les plus proches, quelle que soit la densité de la nuée, quelle que soit la distance qui les sépare. 7 semble être le nombre qui équilibre au mieux cohésion du groupe et effort individuel. George Young, de l'université de Princeton, l'a confirmé en 2013 dans une publication de PLOS Computational Biology. Troisième découverte la plus stupéfiante, Cavagna et son co-auteur, le lauréat du prix Nobel Giorgio Parisi, ont établi que le comportement de la nuée obéit à ce qu'on appelle des corrélations invariantes d'échelle. En clair, quand un oiseau en périphérie de la nuée change de direction, cette information se propage instantanément à travers toute la nuée, quelle que soit sa taille. Pas avec retard, pas de proche en proche, mais comme une onde qui traverse presque simultanément l'ensemble du nuage. Parisi a publié ses résultats en 2010 dans les Proceedings of the National Academy of Sciences, écrivant que le changement d'état comportemental d'un seul animal affecte l'état de tous les autres membres du groupe, indépendamment de sa taille. Ces corrélations invariantes d'échelle constituent un phénomène que les physiciens observent dans des systèmes à la limite d'une transition de phase, comme des cristaux de neige juste avant une avalanche ou l'aimantation d'un ferromagnétique. La nuée d'étourneaux existe précisément à cette frontière entre ordre et chaos, entre coordination rigide et vol libre. Et c'est justement cette limite qui lui confère une sensibilité maximale au changement. Et voici la réponse à la question du titre. Que se passe-t-il si un seul étourneau se trompe ? Rien de catastrophique, car le système est conçu de telle sorte que l'erreur d'un individu est absorbée par la réaction de ses 7 voisins les plus proches. Leurs réactions corrigent à leur tour leurs propres voisins, et ainsi de suite. La nuée ne s'effondre pas à cause d'une seule erreur, elle s'adapte. C'est de l'auto-organisation pure. Pas de centre à briser, pas de point de défaillance unique. C'est de l'intelligence distribuée à l'état pur. Mais si la menace est réelle, par exemple, un faucon pèlerin fond sur la nuée, quelque chose de fascinant se produit, la nuée se scinde, contourne le prédateur, se referme derrière lui, pulse, s'étire en ruban, puis se réenroule en sphère. Le prédateur ne parvient pas à isoler une seule cible. C'est ce qu'on appelle la dégénérescence de la cible. Le cerveau du faucon, programmé pour poursuivre une proie unique, se retrouve surchargé d'informations trop d'objets en mouvement, une configuration qui change trop vite. Au Danemark, on a observé un comportement encore plus étonnant. Quand un rapace pénètre dans la nuée, les étourneaux se mettent à le bombarder, projetant excréments et régurgitation directement sur son plumage. Ces sécrétions collantes peuvent engluer les plumes du faucon au point qu'il perde sa capacité de vol normale. Dans de rares cas, le prédateur chute littéralement. Une question pour vous. Avez-vous déjà vu une murmuration d'étourneaux en vrai, pas en vidéo, mais de vos propres yeux ? Si oui, dites-moi en commentaire où c'était et ce que vous avez ressenti, car tous ceux qui l'ont vécu la décrivent à peu près de la même façon, comme quelque chose d'inoubliable. De Central Park à la catastrophe écologique, passons maintenant à une histoire qui commence comme un caprice romantique et se termine en désastre écologique. Le 6 mars 1890, il neigeait à New York. Eugene Schieffelin, riche pharmacien et passionné d'ornithologie, apporte à Central Park des cages contenant 60 étourneaux sansonnets importés d'Angleterre. Il ouvre les portes, libère les oiseaux dans le ciel hivernal new-yorkais. L'année suivante, il en amène 40 de plus. Selon la légende populaire, Schieffelin aurait voulu introduire en Amérique tous les oiseaux mentionnés dans les pièces de Shakespeare. L'étourneau apparaît dans Henri IV,
où Hotspur propose de dresser un étourneau à crier le nom de Mortimer pour agacer le roi. Belle histoire. Mais le chercheur John McNeely Trethewey de l'université Duke, après une analyse d'archives approfondie, a établi qu'aucune preuve directe ne confirme cette motivation shakespearienne chez Schieffelin. La première mention de cette version n'apparaît qu'en 1948, 42 ans après la mort de Schieffelin, dans un livre du naturaliste Edwin Whale-Till, sans aucune source citée. Il est bien plus probable que Schieffelin, en tant que président de l'American Acclimatization Society, une organisation vouée à l'introduction d'espèces européennes en Amérique du Nord, pour des raisons économiques et culturelles, ait agi dans ce cadre. Shakespeare n'y est probablement pour rien, mais la légende était trop belle pour mourir. Les faits, eux, sont indiscutables. Sur les 100 oiseaux relâchés, environ 32 survécurent, hivernant sous les corniches de l'American Museum of Natural History, en bordure ouest du parc, avant de commencer à se reproduire. En 1920, les étourneaux avaient atteint le Mississippi, dans les années 1940, la côte pacifique. Aujourd'hui, on estime la population d'étourneaux sansonnets en Amérique du Nord à environ 200 millions d'individus, 200 millions issus de 100 oiseaux en moins de 130 ans. Comment est-ce possible? L'étourneau est un généraliste absolu. Il mange pratiquement de tout. Coléoptères, mouches, sauterelles, chenilles, vers de terre, limaces, araignées, graines, céréales, baies, raisins, cerises, déchets alimentaires dans les poubelles. Il niche presque partout, cavités d'arbres, bâtiments, conduits d'aération, sous les ponts, dans les lampadaires. Il commence sa nidification plus tôt que les espèces locales, s'emparant des meilleures cavités avant même que les oiseaux indigènes ne reviennent de leur hivernage. Il est agressif dans la défense de son territoire, expulsant œufs et oisillons d'autres espèces des cavités qu'il convoite. Pics, merles bleus, hirondelles pourprées, moucherolles huppées, toutes ces espèces souffrent de la concurrence des étourneaux pour les cavités de nidification. L'étourneau figure sur la liste des 100 espèces invasives les plus dangereuses au monde, établie par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Les pertes qu'il cause à l'agriculture nord-américaine sont estimées à près d'1 milliard de dollars par an. Franchement, cela semble presque incroyable. 100 oiseaux dans un parc et 130 ans plus tard, 200 millions sur tout un continent. Une analyse génétique publiée dans Ecology and Evolution le confirme. L'ADN mitochondrial des étourneaux nord-américains présente une diversité génétique très faible, typique d'une population ayant traversé un goulot d'étranglement génétique. Les 200 millions d'oiseaux actuels descendent tous de ces 100 individus originels. L'autre versant, le déclin européen. Et voici l'autre face de la médaille. En Europe, patrie d'origine de l'étourneau, c'est le scénario inverse qui se joue. Depuis le début des années 1980, la population d'étourneaux au Royaume-Uni a chuté de plus de 80%. 80%, cela signifie que sur 5 étourneaux vivant en Grande-Bretagne au début des années 1980, il n'en reste qu'un aujourd'hui. En 2002, l'étourneau a été inscrit sur la liste rouge britannique, la catégorie de menace la plus élevée. Une espèce encore considérée comme nuisible dans les années 1990 est devenue un objet de protection. Selon les données de la RSPB, la Société royale pour la protection des oiseaux, entre 1995 et 2023, la population d'étourneaux au Royaume-Uni a diminué de 57%. Dans les résultats du grand comptage des oiseaux de jardin de 2025, l'étourneau est tombé à la 4e place, lui qui fut autrefois l'oiseau de jardin le plus abondant du pays. Que s'est-il passé? L'agriculture intensive. Les pesticides ont détruit les larves de tipules, principale source de nourriture des oisillons. Les pâturages se sont réduits, le bétail a été confiné en bâtiments fermés et les vaches au pâturage, auprès desquelles les étourneaux se nourrissaient depuis des millénaires, ont disparu des champs. Les vieux arbres à cavités ont été abattus, les bâtiments rénovés, colmatant les fissures qui servaient de nid. Partout en Europe, la situation est similaire. 40 millions d'étourneaux ont disparu des pays de l'Union européenne depuis 1980. Dans plusieurs pays,
l'espèce a été inscrite sur les listes rouges nationales en raison d'un déclin de plus de 50%. À l'échelle mondiale, l'étourneau reste pour l'instant classé par l'UICN dans la catégorie préoccupation mineure. On estime la population mondiale totale à 150 millions d'adultes, mais la tendance est à la baisse, le principal problème étant la faible survie des jeunes oiseaux qui meurent massivement faute de nourriture suffisante. C'est sans doute le paradoxe le plus douloureux. Trop d'étourneaux en Amérique, pas assez en Europe. Et dans les deux cas, le responsable, c'est l'humain. Arrêtez-vous un instant. Avez-vous vu des étourneaux ce printemps? Sont-ils venus dans votre jardin, sur votre balcon, dans votre nichoir? Ou bien, avez-vous trouvé que c'était plus silencieux que d'habitude cette année? Dites-le moi. C'est important pour moi, car les données des observateurs amateurs sont l'un des principaux outils de suivi des populations. Chacun de vos commentaires est un petit fragment d'un tableau bien plus vaste. Retour sur la voix. Le syrinx et l'odorat. Je ne pouvais pas m'arrêter à Mozart, car l'histoire de la voix de l'étourneau va bien plus loin. L'étourneau possède un syrinx, l'organe vocal des oiseaux, situé à l'endroit où la trachée se divise en deux bronches. Le syrinx de l'étourneau est capable de produire une gamme de sons extraordinaires, y compris l'imitation de la parole humaine. Oui, les étourneaux savent parler, pas aussi clairement qu'un perroquet, mais de façon suffisamment intelligible. Des cas d'étourneaux apprivoisés prononçant des phrases entières ont été documentés. Mais voici ce qui est vraiment fascinant au niveau cérébral. L'étourneau traverse exactement les mêmes étapes d'apprentissage vocal qu'un enfant humain. D'abord une phase d'écoute, puis une phase sensorimotrice, où il gazouille en tâtonnant les sons, un peu comme un nourrisson essaie ses premières syllabes. Puis vient une phase de cristallisation, où les sons appris se fixent dans le répertoire. La différence, c'est que chez la plupart des oiseaux chanteurs, cette cristallisation est définitive. Pas chez les tourneaux, il continue d'ajouter de nouveaux sons toute sa vie. Et encore un point, l'odorat. On a longtemps cru que les oiseaux chanteurs étaient pratiquement dépourvus d'odorat, leur bulbe olfactif est petit comparé à celui des mammifères, et les scientifiques pensaient les odeurs insignifiantes pour eux. L'étourneau a démenti cette idée. Des études ont montré que les mâles reconnaissent à l'odeur les herbes aromatiques destinées au nid, et que leur sensibilité olfactive suit un rythme saisonnier, maximal au printemps, période de construction du nid, elle s'estompe presque totalement hors saison de reproduction. L'odorat s'active et se désactive selon un calendrier précis. Pour moi, ce fut une véritable révélation. Un oiseau qui sent une achillée, en évalue la composition chimique et décide de la prendre ou non. C'est un niveau de complexité comportementale que l'on n'attend tout simplement pas d'un étourneau. Les bois et la physique des transitions critiques. Revenons à la murmuration, car je ne vous ai pas encore raconté le plus vertigineux. En 1987, l'informaticien Craig Reynolds a créé une simulation de nuée d'oiseaux virtuels qu'il a baptisée BOAD. Chaque bois obéissait à 3 règles simples. Se déplacer dans la même direction que ses voisins les plus proches, rester proche d'eux, éviter les collisions. À partir de ces 3 règles élémentaires, des nuées étonnamment réalistes apparaissaient à l'écran. Mais les vrais étourneaux se sont révélés plus complexes que le modèle. Cavagna et ses collègues ont découvert que les oiseaux réagissent les uns aux autres, non pas en fonction de la distance, mais en fonction de la topologie, un nombre fixe de voisins. C'est une différence fondamentale. Si les étourneaux réagissaient à la distance, les zones denses de la nuée se comporteraient différemment des zones clairsemées. Or, elles se comportent de la même façon, car chaque oiseau suit non pas qui est proche à 1 mètre, mais qui sont mes 7 voisins les plus proches, peu importe la distance réelle. La vitesse à laquelle l'information se propage dans la nuée est quasi instantanée. L'équipe de Cavagna a mesuré, en 2014, la façon dont le virage d'un seul oiseau se propage à travers le nuage. Le processus se déroule avec une efficacité qui constitue une preuve directe de ces fameuses corrélations invariantes d'échelle. Pas de la télépathie, mais quelque chose de tout aussi stupéfiant. William Bialek, de Princeton, a appliqué en 2012 aux nuées d'étourneaux les méthodes de la mécanique statistique, le même appareil mathématique que les physiciens utilisent pour décrire le comportement des atomes dans les cristaux et a,
découvert que la nuée se comporte comme si elle se trouvait proche d'un point critique de transition de phase. C'est cet état où un système est maximalement sensible aux plus infimes changements. La neige juste avant une avalanche, l'eau à 0 degré, un métal aimanté à sa température de Curie. Si la nuée des tourneaux se maintient sur cette limite, ce n'est pas un hasard, c'est un avantage évolutif. Un système à la limite critique est capable de réagir instantanément à une menace, un faucon, un coup de vent, un obstacle, car l'information le traverse sans aucune perte. Je l'avoue, ce fut pour moi une vraie révélation de comprendre que les mêmes équations s'appliquent aux étourneaux et aux ferromagnétiques. Nous avons pris l'habitude de penser la physique et la biologie comme deux mondes séparés. Les étourneaux prouvent que cette frontière est illusoire. Quelques chiffres. Le nombre moyen d'oiseaux dans une nuée est d'environ 30 000. La durée moyenne du spectacle est de 26 minutes. Des rapaces ont été observés dans environ 30% des cas. Les nuées peuvent être petites, quelques centaines d'individus, ou gigantesques, jusqu'à 750 000, et au Danemark, on a enregistré des rassemblements atteignant 1,5 million d'oiseaux. Ces données proviennent d'un vaste projet de science participative, publié en 2017 dans la revue PLOS ONE par l'équipe d'Anne Goodenough de l'Université du Gloucestershire à partir de plus de 3000 observations recueillies dans 23 pays. Un détail curieusement peu mentionné, la nuée peut voler jusqu'à 80 km/h. 80 km/h pour une créature pesant 75 grammes, comme si une voiture roulait à la vitesse d'une voiture de course sans jamais de collision. Chaque oiseau traite simultanément les informations de 7 voisins, corrige sa trajectoire et transmet le signal, tout cela en temps réel, à une vitesse où le temps de réaction se compte en millisecondes. Le côté moins reluisant de l'étourneau n'est pas parfait, et puisqu'on joue la carte de l'honnêteté, il faut aussi en parler. Les étourneaux pratiquent la ponte parasite. Une femelle qui n'a pas trouvé de cavité adaptée ou qui a perdu son nid peut déposer un œuf fécondé dans le nid d'une autre. Ce n'est pas du parasitisme, à la manière du coucou l'étourneau ne détruit pas les œufs de l'hôte, il ajoute simplement le sien. La propriétaire du nid couve alors un oisillon qui n'est pas le sien, sans le savoir. La fréquence exacte de ce phénomène est difficile à établir, mais les études confirment qu'il se produit régulièrement. Les mâles, de leur côté, pratiquent ce que les ornithologues appellent poliment la polygynie facultative, en clair, un mâle peut fonder une seconde famille avec une autre femelle dans une autre cavité pendant que la première couve ses œufs. Monogamie, oui, mais avec quelques réserves. Et puis il y a l'agressivité. Les étourneaux n'hésitent pas à expulser des cavités les œufs, voire les oisillons, d'autres espèces. On a documenté des cas où des étourneaux se sont appropriés des cavités que des pics venaient tout juste de creuser. Le pic avait fait tout le travail, l'étourneau est arrivé et s'est installé. Pour les écosystèmes d'Amérique du Nord, où l'étourneau est une espèce introduite, c'est un problème sérieux. Mais même en Europe, sur son territoire d'origine, l'étourneau n'est pas un voisin particulièrement conciliant. Une conquête mondiale. L'Amérique du Nord n'est pas le seul continent où l'on a introduit des étourneaux. En 1857, on en relâche à Melbourne, 20 ans plus tard à Sydney. Dans les années 1880, grâce aux efforts des sociétés d'acclimatation, les populations s'installent durablement dans le sud-est de l'Australie. Dans les années 1920, les étourneaux s'étaient répandus dans le Victoria, le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud, où on les considérait déjà comme des nuisibles. L'Australie occidentale les combat encore aujourd'hui. Le plateau désertique de Nullarbor sert de barrière naturelle et les autorités de l'État ont éliminé, sur 3 décennies, 55 000 oiseaux pour empêcher leur propagation. Des étourneaux ont également été introduits en Afrique du Sud à la fin du XIXe siècle, où ils se sont, là aussi, parfaitement installés. Des études génétiques ont montré que, sur les 3 continents Amérique du Nord, Australie et Afrique du Sud, les étourneaux ont traversé un goulot d'étranglement génétique typique des petites populations fondatrices. Cela ne les a pourtant pas empêchés de connaître une explosion démographique spectaculaire. Homogénéité génétique, mais succès phénoménal.
La capacité d'adaptation de l'étourneau ne réside pas dans ses gènes, elle réside dans son comportement. Retour au cerveau, les différences individuelles. Revenons au cerveau de l'étourneau, car j'avais promis de vous raconter quelque chose d'important, et cette promesse n'est pas encore tenue. Quand Timothy Gentner apprenait aux étourneaux à distinguer des structures grammaticales récursives, il utilisait 3 boutons suspendus dans la cage. L'oiseau entendait une séquence sonore et devait picorer le bon bouton, grammatical ou non grammatical. Bonne réponse, nourriture. Mauvaise réponse, rien. 15 000 essais, 1 mois de travail. Et voici un fait révélateur. 2 oiseaux sur 11 n'ont jamais réussi à apprendre. Les 9 autres ont atteint une précision proche de 90%, mais pas ces 2-là. Gentner a noté ce fait sans commentaire, mais il est significatif. Il montre qu'il existe, chez les étourneaux, des différences individuelles de capacités cognitives. Tous les oiseaux ne se valent pas, il y en a de plus doués et de moins doués, tout comme chez les humains. L'étude de Nicholas Odette, à Rockefeller, a révélé un autre fait stupéfiant. Sur les 21 espèces testées, seuls 3 se sont montrés capables d'imiter les voix d'autres espèces, les étourneaux, les geais bleus et les moqueurs polyglottes. Odette a appelé cela le sommet de l'apprentissage vocal. Et ce sont précisément ces 3 espèces qui ont obtenu les meilleurs résultats au test de résolution de problèmes. Le lien entre la voix et l'intelligence s'est révélé direct. Mais voici ce qui m'a le plus touché. Odette et Jarvis ont découvert que les meilleurs vocalistes, ceux qui résolvaient le mieux les problèmes, avaient un cerveau disproportionnellement grand par rapport à leur corps. Ce n'est pas une simple corrélation. C'est l'indice d'une coévolution. La capacité au champ complexe, la résolution de problèmes et l'augmentation du volume cérébral se sont développés comme un seul et même paquet. Jarvis a proposé pour cela le terme de complexe vocal cognitif, ajoutant que des études antérieures avaient montré que les vocalistes avancés savent aussi bouger en rythme avec la musique dansée. À ce paquet s'ajoute donc le sens du rythme. Langage complexe, résolution de problèmes, gros cerveau, danse. Cela ne vous rappelle rien? C'est la description de l'être humain, sauf qu'ici, il s'agit d'un étourneau. Le cerveau de l'étourneau pèse environ 2 grammes, une valeur dérisoire, l'équivalent de 2 petits pois. Mais la densité neuronale du cerveau aviaire est nettement supérieure à celle du cerveau des mammifères. Le neurone d'oiseau est plus petit, plus compact, plus efficace. C'est pourquoi comparer directement le poids en grammes du cerveau d'un oiseau et d'un mammifère est une erreur. En termes de puissance de calcul, les 2 grammes du cerveau d'un étourneau se rapprochent davantage de ceux d'un petit primate que de ceux d'un rongeur de taille comparable. Et ce cerveau minuscule dispose d'une neuroplasticité saisonnière. Au printemps, quand le mâle doit chanter, les centres vocaux augmentent de volume, les neurones se multiplient, créent de nouvelles connexions. À l'automne, quand le chant n'est plus nécessaire, ces centres se contractent. Le cerveau de l'étourneau se remodèle littéralement 2 fois par an, un mécanisme sans équivalent chez l'humain. Nous sommes incapables de faire grossir et rétrécir saisonnièrement des zones précises de notre cerveau. Le dortoir, une facette méconnue. Il y a un aspect de la vie de l'étourneau dont on parle rarement dans les vidéos de vulgarisation. Le dortoir. Quand la murmuration se termine en moyenne au bout de 26 minutes, les oiseaux ne se dispersent pas simplement, ils s'effondrent tous ensemble, simultanément, vers le sol. On dirait que le ciel s'écroule. 1 million de corps piquent vers les roseaux, vers la canopée des arbres, sur les structures des bâtiments, et c'est là que commence une autre vie, nocturne. Les étourneaux dorment ensemble, serrés, dansent. Dans les roselières où ils installent leur dortoir, la densité peut atteindre 500 oiseaux par mètre cube, 500 petits corps dans le volume d'une armoire. La température au cœur d'un tel rassemblement grimpe de 5 à 8 degrés au-dessus de la température ambiante. C'est une différence considérable. Pour un petit oiseau qui perd de la chaleur à une vitesse catastrophique par une nuit d'hiver, ces quelques degrés font la différence entre la vie et la mort. Des études ont montré que les oiseaux dormant en groupe réduisent leur métabolisme de 15 à 20% par rapport à ceux qui dorment seuls, une économie d'énergie impossible à obtenir autrement.
Mais la chaleur n'est pas l'unique raison. Une étude de Goodenough, publiée en 2017, a montré que la murmuration sert avant tout de protection contre les prédateurs, plus que de moyen d'attirer davantage d'individus pour se réchauffer. Lorsque des rapaces étaient présents à proximité, les nuées étaient plus grandes, les spectacles plus longs, et après la murmuration, tous les oiseaux se posaient au même moment, en une seule masse compacte. En l'absence de prédateurs, la nuée avait davantage tendance à se disperser en plusieurs points. Autrement dit, la murmuration n'est pas seulement une danse, ni seulement un entraînement de coordination, c'est un contrôle de sécurité du territoire. Les étourneaux s'élèvent dans les airs, scrutent l'espace aérien, vérifient l'absence de menaces et décident seulement ensuite s'il est sûr de dormir là. Ces 26 minutes de ballet céleste sont, en réalité, une véritable ronde de surveillance aérienne en beaucoup plus beau. Le dortoir a aussi son revers. Les roseaux, sous le poids de centaines de milliers d'oiseaux, finissent par se briser. Après quelques nuits, les plantes ne résistent plus, ce qui pousse les étourneaux à changer régulièrement de lieu de dortoir en partie pour dérouter les prédateurs qui mémorisent les coordonnées, en partie parce que le site précédent a été physiquement détruit. À cela s'ajoute la charge écologique des excréments de centaines de milliers d'oiseaux concentrés en un seul endroit. Acidification du sol, modification de la végétation, odeur caractéristique perceptible à des centaines de mètres. Pour les riverains d'un grand dortoir, cela peut poser un vrai problème. Les excréments recouvrent trottoirs, voitures, bancs publics et le vacarme. À l'aube, quand des centaines de milliers d'oiseaux se réveillent et se mettent tous à crier en même temps, peut réveiller les dormeurs les plus lourds. Dans certaines villes du Royaume-Uni et d'Italie, les dortoirs d'étourneaux sont à l'origine de véritables conflits de voisinage. Il y a pourtant un revers positif. Les dortoirs collectifs fonctionnent comme des centres d'information. Le matin, quand les oiseaux s'envolent pour se nourrir, les jeunes et les moins expérimentés peuvent suivre les plus âgés, ceux qui, la veille, ont découvert un bon terrain de chasse. C'est une transmission de savoir sans langage, suivre simplement celui qui sait, une navigation par apprentissage social. Des étourneaux à l'intelligence artificielle, la murmuration des étourneaux n'a pas seulement inspiré physiciens et biologistes, elle a aussi inspiré des ingénieurs. En 2022, une équipe de chercheurs de l'Université de technologie de Sydney a publié une étude présentant un nouvel algorithme d'optimisation inspiré du comportement des nuées d'étourneaux, baptisé Starling Murmuration Optimizer, SMO. L'algorithme reproduit 3 stratégies comportementales clés de la nuée. La séparation, quand une partie de la nuée se détache et se déplace vers une nouvelle zone. Le piqué, quand les oiseaux explorent l'espace par des descentes brusques. Et le tourbillonnement, quand la nuée se densifie et tournoie autour d'un point prometteur. À quoi cela sert-il ? À résoudre des problèmes nécessitant de trouver la meilleure solution parmi des millions de possibilités. Conception d'ingénierie, optimisation des trajectoires pour drones, gestion de réseaux comptant des milliers d'appareils connectés, détection de cyberattaques, surveillance médicale en temps réel, partout où les méthodes de calcul classiques échouent face au volume de données et au nombre de variables. L'intelligence en essaim observée chez les étourneaux offre une solution élégante. Franchement, cela ressemble à de la science-fiction, mais ce n'en est pas. C'est un outil qui fonctionne réellement, testé sur des problèmes d'ingénierie standard, avec des résultats surpassant de nombreuses approches existantes. L'étourneau, sans le savoir, est devenu le prototype d'une forme d'intelligence artificielle. Et c'est là que surgit une question qui met mal à l'aise. Nous avons créé des algorithmes inspirés des étourneaux, nous les utilisons pour gérer des systèmes techniques d'une extrême complexité et, dans le même temps, nous détruisons les habitats des étourneaux au point que leur population en Europe a chuté de plus de moitié. Nous empruntons à la nature ses plans de construction tout en brûlant les archives. Voici encore un parallèle technologique qui ne me laisse pas en paix. Chaque étourneau, dans la nuée, traite simultanément les informations de 7 voisins. 7 flux de données en entrée, un traitement instantané, une décision en quelques millisecondes, un processeur de 2 grammes, une consommation d'à peine quelques calories par heure. Montrez-moi un ordinateur capable, avec 2 grammes de masse, de traiter en temps réel 7 flux vidéo
et de prendre des décisions motrices à 80 km par heure. Cet ordinateur n'existe pas, mais l'étourneau, lui, existe. Et de tels processeurs. Il y en a 150 millions sur la planète. Conclusion. L'étourneau vit à nos côtés depuis des millénaires. Il niche dans nos maisons, mange nos insectes, chante sur nos fils électriques, vole au-dessus de nos têtes et nous ne le remarquons pas. Nous lui construisons des nichoirs sans savoir qu'il y glisse de l'achillée. Nous entendons son chant sans comprendre qu'il y a codé toute sa vie. Nous voyons un nuage noir dans le ciel du soir sans imaginer qu'il obéit aux équations de la physique des états critiques. La durée de vie moyenne d'un étourneau est de 5 ans. Le record enregistré est de 22 ans et 11 mois. En ces 5 années, il apprendra des dizaines de sons, élèvera 2 dizaines d'oisillons, parcourra des milliers de kilomètres, deviendra une fraction d'un nuage de 100 000 corps se déplaçant comme un seul être, le tout dans un corps de la taille d'un poing. L'étourneau ne nous demande pas de l'admirer. Il se moque bien que nous le trouvions beau ou non. Il n'attend pas nos nichoirs, une fissure dans un mur lui suffira très bien. Il n'a pas besoin de notre approbation pour chanter à l'aube. Mais regardez ce qu'il fait. Il montre comment des règles simples engendrent les systèmes les plus complexes. Comment 7 voisins remplacent 1 million de commandants. Comment un petit cerveau résout des problèmes qui mettent en échec des superordinateurs. Comment l'herbe d'un nid peut devenir un remède. Comment un chant peut être une autobiographie. L'étourneau est une créature où se rencontrent la physique, la linguistique, la neurobiologie, l'écologie et la musique, 5 sciences à la fois, dans un corps du poids d'une tablette de chocolat. Je crois que le problème n'est pas que l'étourneau soit banal. Le problème, c'est que nous avons désappris à regarder ce qui est banal. Linné l'a appelé vulgari commun. Mozart l'a appelé Schönbeau. Peut-être est-il temps de décider qui des deux avait raison. Si cette information vous a été utile, je vous serai reconnaissant de votre soutien. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne Nature Sauvage. Le prochain épisode va sûrement vous surprendre. À bientôt.